beaucoup de choses ont déjà été dites sur la satisfaction qu'a apporté cette réforme et le caractère réussi de celle-ci. On a, à travers cette réforme, une avancée majeure dans le cadre du contentieux devant les juridictions administratives. Les délais d'instruction sont raccourcis de manière drastique par rapport à ce qu'on a pu connaître précédemment avec le sursis exécution, qui demandait quelques semaines, quelques mois, là où quelques semaines dorénavant suffisent pour obtenir une décision juridictionnelle. L'efficacité de la justice administrative est bien entendu renforcée et les apports qui ont été évoqués, l'oralité de l'instruction, le fait que l'avocat joue un rôle, je dirais, majeur dans le cadre des procédures et qu'on puisse apporter des éléments supplémentaires dans le cadre d'une audience sur des points précis, parce que là aussi, la qualité, je pense, de la réforme tient aussi au fonctionnement de la justice administrative qui, lorsqu'elle est saisie d'un dossier et lorsqu'on s'adresse au juge administratif, a connaissance du dossier au moment de l'audience. Et je pense que ce travail qui est réalisé en amont par le juge administratif, alors avec son pendant qui est l'analyse préalable qui conduit aux ordonnances de tri, j'y reviendrai un petit peu, participe de cette qualité, puisque l'audience, surtout lorsqu'elle est interactive, il y a de moins en moins, aujourd'hui on l'observe, de moins en moins d'audiences, je dirais à l'ancienne entre guillemets, où l'avocat vient et procède à une longue plaidoirie en rappelant tous les moyens qu'il a évoqués dans sa requête. Aujourd'hui, les magistrats sont en attente de plus que ça, les confrères également aussi, et je trouve que l'avocat a réellement son rôle d'auxiliaire de justice dans ces procédures, puisque sur une audience interactive, dans une plaidoirie interactive, on s'attache aux points qui restent à trancher, aux vrais points qui posent problème et qui posent débat dans le cadre du dossier, en laissant de côté tout ce qui est soit admis, soit non contesté, soit qui peut être soulevé parfois de manière un peu rapide et par le jeu de l'instruction tomber de lui-même. Alors, sur cette qualité de la justice qui est liée aussi aux ordonnances de tri, puisque certaines requêtes n'arrivent pas jusqu'à l'audience et ne font pas l'objet d'un débat. Ces ordonnances de tri créent toutefois une frustration, à la fois chez les avocats qui pensaient peut-être que le dossier avait une chance d'être examiné en audience et d'être jugé, mais également du point de vue du justiciable. C'est tout la problématique, c'est qu'à la fois on a une justice de qualité puisque les instructions sont préalables et qu'on peut dépasser un petit peu le simple échange de l'oralité et puis des mémoires. Et en même temps, l'image qui est renvoyée sur une ordonnance de tri est parfois un petit peu difficile lorsqu'on doit expliquer au client que le juge ne se prononcera pas sur les moyens et qu'il est resté sur un problème d'urgence ou autre. Alors, sur la distinction référé-liberté, référé-suspension, je pense que tout le point a été bien évoqué du choix qui doit être fait par les avocats au moment où ils conseillent leurs clients. On en convient tous, le référé-liberté, c'est le référé un petit peu ultime, je dirais. C'est le référé où il faut à la fois une atteinte, bien entendu, à une liberté fondamentale, il faut qu'elle soit très grave, dit le texte, immédiate. Donc ça suppose quand même que l'administration ait largement empiété sur les libertés du requérant. Mais également, on fait face à une urgence renforcée. Alors, par rapport au référé-suspension, tout à l'heure, le président Stierne parlait d'urgence simple en référé-suspension. Je vais y revenir, je pense qu'elle n'est pas si simple que ça. Elle est plus simple que le référé-liberté, mais je ne pense pas qu'on puisse parler d'urgence simple. En tout cas, parfois à démontrer, c'est compliqué. Donc j'axerai essentiellement mon propos sur l'urgence dans le référé-suspension, parce que je pense que c'est une des procédures aujourd'hui qui est la plus admise et la plus pratiquée par les avocats.
Je proposerai peut-être quelques pistes, modestement bien entendu, mais quelques pistes d'amélioration qui pourraient permettre justement de faciliter un petit peu l'examen des dossiers pour gagner en efficacité sur des procédures qui sont déjà très efficaces, puisque on le sait tous, aujourd'hui, les avocats ne pourraient plus travailler sans les référés. Le temps de l'administration n'est pas le temps du justiciable. Il y a deux temporalités très différentes. L'administration, bien souvent, elle peut jouer la montre, si vous me passez l'expression. Elle peut se permettre d'attendre et d'être dans une position un petit peu attentiste, ce qui n'est pas le cas de nos clients, qu'ils soient entreprises ou particuliers d'ailleurs, qui doivent faire face à cette activité administrative qui leur est parfois défavorable. Alors sur les conditions posées par la loi, je vais pas y revenir, mais la recevabilité d'un référé suspension, il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord une requête au fond qui doit être déposée, bien évidemment. Ça pose pas de difficulté. Et puis ensuite, pour qu'il soit fait droit à une requête, il faut réunir deux éléments. C'est à la fois qu'il y ait un doute sérieux sur la légalité de la décision qui est querellée devant le juge, et également que l'urgence qu'une condition d'urgence soit constatée. Alors le doute sérieux sur la légalité de la décision, on voit à peu près ce que c'est. Le texte ne l'explicite pas en tant que tel, mais tout le monde voit à peu près ce que c'est. On parlait tout à l'heure de juge de l'évidence. Quand il y a une illégalité un petit peu manifeste, il n'y a pas de difficulté. En revanche, je pense que mes confrères partageront mon propos. Vous pourrez me contredire après dans le cadre des échanges si vous n'êtes pas d'accord. Mais je pense que la grande difficulté des avocats en matière de référé, et notamment de référé suspension, c'est d'arriver à réunir cette condition d'urgence et de la justifier dans des délais qui sont également pour l'avocat des délais de l'urgence. Puisqu'on sait que le juge prend en considération le délai dans lequel on introduit la requête pour apprécier la condition d'urgence. Et si on prend beaucoup de temps pour essayer de justifier l'urgence, par essence, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme existante. Alors, c'est un petit peu l'objet du propos. On sait, tout à l'heure, ça a été évoqué par le vice-président du Conseil d'État, Jean-Marc Sauvé, qu'il y a certaines matières dans lesquelles il existe une présomption d'urgence. En matière d'urbanisme, par exemple, ça a été rappelé, il existe une présomption d'urgence, c'est une décision commune de Tulle bien connue, et le fondement de cette décision repose sur le caractère difficilement réversible de l'acte et finalement de l'exécution de l'acte. Alors ça a été évoqué, c'est applicable aussi en matière de permis de démolir. L'urbanisme est assez favorable à ces présomptions. Ça ne fonctionne, bien entendu, que tant que la décision n'a pas exécuté tous ses effets, comme d'habitude en matière de référé, suspension, et donc dès lors que l'immeuble est clos, couvert, on a de la jurisprudence, hors d'air, hors d'eau, pardon, le juge des référés n'est plus compétent. Mais cette présomption ne fonctionne que pour les décisions favorables à un pétitionnaire, c'est-à-dire lorsqu'une autorisation est délivrée. Dès lors qu'on tombe dans le refus et dans la décision négative, la présomption n'est plus d'actualité et du coup, le requérant se trouve dans une situation dans laquelle il doit motiver de manière précise, classiquement, comme dans toutes les autres matières. Alors, je crois que le raisonnement qui est suivi, c'est de dire que, en tout cas en matière d'urbanisme, c'est de dire que ce n'est pas parce qu'on va suspendre un refus de permis de démolir ou un refus de permis de construire que le requérant ou le pétitionnaire bénéficiaire pourra réaliser sa construction ou réaliser sa démolition. C'est ce qui justifie qu'il n'y ait pas de présomption. En revanche, tout à l'heure, le président Stirn, et je vais vous expliquer un petit peu un exemple qu'on a eu à connaître, le président Stirn parlait des problèmes, parfois des positions
je dirais, politique de l'administration, parce que moi, dans mon cas, c'était un problème politique, mais et vous avez parlé de l'exemple des Baumettes, où l'administration a besoin d'une décision pour dépasser sa position, son idée ou le système dans lequel elle s'est installée. Et j'ai eu à connaître du cas d'un promoteur qui avait obtenu un certificat d'urbanisme sur un terrain, et qui devait, pour réaliser son projet, un immeuble d'habitation, procéder à la démolition d'un bâtiment, d'une maison bourgeoise dont la propriété était arborée. Ce client s'est retrouvé au milieu d'un règlement de compte politique entre la majorité et l'opposition municipale, puisque l'opposition municipale a décidé qu'il fallait impérativement ouvrir la propriété au public, en faire un parc municipal, et préserver le bâtiment en tant que tel. À renfort de presse, d'articles et autres, la majorité s'est retrouvée un petit peu enfermée et a profité de la révision générale de son PLU pour classer le bâtiment et également pour opposer un sursis à statuer sur le permis de démolir l'habitation. Dans ce dossier, on avait une illégalité manifeste, il n'y avait pas de difficulté sur le doute sérieux, puisque le permis de démolir avait été déposé dans le délai de 18 mois et on n'avait pas de difficulté sur cette condition. En revanche, lorsqu'on est allé devant le juge des référés, et malgré le fait que la société était en phase de dépôt de bilan et qu'elle avait impérativement besoin de ce projet pour se pérenniser et ne pas licencier son personnel, le juge des référés a rejeté pour défaut d'urgence, faisant une application un peu classique de la jurisprudence en la matière. Alors, jusque-là, pas trop de difficultés, mais on savait, en saisissant le juge des référés, on savait pertinemment, et c'est pour ça que tout à l'heure on disait qu'il faut faire le choix, etc. Mais parfois, alors j'aime pas ce mot-là, mais on est obligé d'instrumentaliser le référé. Alors, c'est pas le bon terme, parce qu'il ne s'agit pas d'instrumentaliser le juge. Mais ce que nous a permis cette procédure de référé, c'est d'attirer l'attention du juge des référés, qui était président de chambre, sur l'urgence de la situation. Et même s'il n'a pas rendu une décision sur la base du référé, il a pris conscience qu'il y avait une réelle urgence dans ce dossier, et le dossier de fond a été jugé en moins de 5 mois. Et en fait, voilà, cet exemple pour vous dire qu'aujourd'hui, avocats, magistrats, nous on est auxiliaires de justice, et je pense que c'est le rôle des avocats de se servir un petit peu des ficelles de la procédure pour que le juge puisse avoir son rôle, qui est celui de pacifier les rapports sociaux et les rapports économiques qui peuvent exister parfois entre l'administration et les administrés. Et là vraiment, c'était tout l'intérêt de cette décision, c'était de permettre à l'administration de sortir, parce que ça a permis de poser une décision, a permis à la majorité municipale, finalement, de sortir de la posture qu'elle avait adoptée par le haut, en disant, écoutez, on est obligé, c'est le juge qui nous l'impose. Alors, dans les autres matières, on parlait de l'urbanisme, dans les autres matières, il n'y a pas de présomption d'urgence. Alors, je l'appelle de mes voeux, vous allez comprendre. Il y a d'autres situations dans lesquelles on peut adopter le même raisonnement. Si en urbanisme, on se fonde sur le fait que les situations sont difficilement réparables, que ce soit permis de construire, permis de démolir, à l'inverse, dans d'autres matières, on peut avoir exactement le même raisonnement. Et je pense notamment au droit de la fonction publique. En matière de droit de la fonction publique, on a des décisions, notamment les décisions d'éviction, qui sont les plus graves, pour lesquelles on n'a pas de présomption d'urgence. Et on a eu un exemple récent sur un directeur de régie de remontée mécanique qui avait passé 60 ans, qui s'est retrouvé évincé du service, et son éviction était irrégulière. Là, encore une fois, on n'a pas de problème sur la condition du doute sérieux, et la seule question qui va se poser, c'est celle de l'urgence. L'administration, la régie, ne conteste pas qu'elle n'a pas appliqué la bonne procédure. Elle ne le conteste pas dans ses écritures, elle ne le conteste pas à l'audience. Et c'est malheureusement le juge des référés
qui va d'office soulever la question pour rejeter la demande en considérant que la personne en question va bénéficier d'un revenu de remplacement et que ce revenu de remplacement, finalement, fait qu'il n'y a pas d'urgence. Alors, je fais des petites recherches jurisprudentielles, j'ai trouvé des positions contraires, notamment du Conseil d'État, qui a rappelé que dès lors que le requérant perdait l'essentiel de ses ressources, la condition d'urgence était réunie. Le théâtre Cergy-Pontoise adopte la même rédaction dans une décision récente du 5 juin. Et le théâtre de Lyon va un petit peu plus loin, parce que j'ai trouvé une décision dans laquelle le juge des référés a considéré qu'une situation matérielle plus difficile, malgré un revenu de remplacement, justifiait la condition d'urgence dans une décision du 6 janvier 2015. Et là, une perte d'emploi, ça induit nécessairement une situation matérielle plus difficile. Et on peut... alors moi, j'y vois peut-être un début de présomption, mais je ne suis pas sûr qu'il faille avoir cette lecture-là stricto sensu. Alors, c'est vrai que la condition d'urgence, du coup, c'est ce qui vient un petit peu... pas polluer, mais qui rend plus difficile le travail des avocats. Et aujourd'hui, on a aussi cette difficulté c'est compliqué d'expliquer à un justiciable que la décision est irrégulière, mais que comme il n'y a pas urgence, on ne va pas la suspendre. Et le caractère cumulatif, sans que parfois le doute sérieux puisse bénéficier à l'urgence, rend extrêmement compliqué le caractère effectif, je dirais, et les suites effectives d'une saisine du juge des référés. Voilà un petit peu les pistes que je voulais évoquer. Alors, il y a une matière, à mon sens, où le référé suspension va reprendre un intérêt, c'est en matière de contrat public. Depuis les deux décisions Grand Port Maritime du Havre et Société Antillaise de Sécurité, le référé, il n'y a pas de délai, le Conseil d'État a reconnu et acté, gravé dans le marbre, qu'aucun délai de standstill n'existait en matière de marché passé selon une procédure adaptée. Donc la problématique à laquelle on est confronté dans certains dossiers, c'est que les pouvoirs adjudicateurs signent dorénavant certains marchés, et le volume est important en matière de MAPA, signent les marchés le jour où ils informent les candidats évincés qu'ils sont évincés. Et on se retrouve privé de la possibilité d'exercer un recours qui est pourtant extrêmement efficace, qui est le recours du référé précontractuel. Donc je pense que cette matière, finalement, va reprendre un intérêt vis-à-vis du référé suspension, puisque on sait qu'on peut adosser un référé suspension au recours type tropique, ou Tarn-et-Garonne maintenant, mais on peut y adosser des référés suspension. Et donc là encore, je pense que le juge devra réfléchir à comment il apprécie l'urgence, parce que on va finalement, ces référés vont s'imposer comme des mesures de substitution un petit peu aux référés précontractuels qui étaient initialement usités. Et dans ces référés-là, on n'a pas de condition d'urgence. Donc est-ce que, là, on verra si les débats permettent de dégager des tendances, mais en tout cas, j'appelle de mes voeux que l'urgence en la matière soit appréciée de manière un petit peu libérale, de manière à ramener de l'efficacité dans cette matière. Voilà. Sur les comparaisons, et j'en terminerai un petit peu là-dessus, sur les comparaisons avec les référés judiciaires. Pourquoi j'appelle un petit peu et je réfléchis à pourquoi pas une présomption d'urgence, parce qu'en matière judiciaire, c'est un petit peu ce qui existe. Alors, je ne suis pas un grand praticien de la procédure civile, mais l'article 808 du Code de procédure civile dispose que dans les cas d'urgence, le président du TGI peut ordonner en référé toute mesure utile qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse que justifie l'existence d'un différend. On retrouve un petit peu les rédactions qu'on a l'habitude d'utiliser dans le cadre du Code de justice administrative. Mais l'application qui est faite de ce texte par le juge
c'est qu'on n'a jamais de débat sur l'urgence. C'est-à-dire qu'en référé, pour le peu que j'ai eu à en pratiquer, et des infos que j'ai, il n'y a pas de débat en tant que tel sur l'urgence devant le juge des référés judiciaires. C'est-à-dire qu'on part du principe que l'urgence existe, et c'est seulement si elle est contestée qu'on peut avoir un débat et qu'il va se prononcer sur sa compétence ou non. Et je pense que si le référé liberté est finalement l'arme absolue pour protéger en extrême urgence une liberté fondamentale, d'ailleurs les garanties ne sont pas les mêmes parce qu'il a pour objet de protéger une liberté fondamentale, et tout à l'heure c'était bien expliqué que dans le référé suspension on s'attaque à l'acte de l'administration. Il faut, je pense, raisonner un petit peu comme le référé de heure à heure et le référé général, et finalement le référé suspension serait notre référé général judiciaire qui appelle pour gagner encore en efficacité. Je ne dis pas qu'il n'est pas efficace, je dis que pour gagner encore en efficacité, peut-être réfléchir à apprécier un petit peu plus encore libéralement l'urgence. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce matin. Merci.